prendra le risque maintenant de se trouver dans la situation dans laquelle s'est trouvé Fabrice Burgaud, c'est-à-dire que son image est à perpétuité abîmée, à perpétuité, alors qu'on ne connaît, dans cette société d'image, on ne connaît même pas le visage de celui qui a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Donc moi, ce que je dénonce, c'est que le référentiel Boudreau, c'est un référentiel médiatique et non pas un référentiel judiciaire. Et malheureusement, nous travaillons tous à partir du référentiel médiatique, c'est-à-dire qu'on ne croit plus les enfants. Et comme je vous disais, les magistrats sont tétanisés, ils le disent eux-mêmes. J'ai eu énormément de courriers suite à la parution de mon livre. Les policiers, encore davantage, les gendarmes, c'est-à-dire qu'à l'époque de l'affaire Boudreau, seulement 30% des signalements aboutissaient à une problématique judiciaire avec soit une condamnation, soit une relaxe, un acquittement. 30%, mais c'est beaucoup moins maintenant. Et on sait que sur les 30% de signalements, c'était très peu, puisqu'il y a très peu de signalements au niveau des enfants. Donc tous les acquis, tout ce qui a été fait au niveau des précautions, du travail sur la psychologie de l'enfant, sur la victimologie infantile, tout a régressé parce que le postulat actuel, dans les commissariats, dans les gendarmeries, dans les tribunaux, c'est attention ou trop. Vous étiez une excellente experte, je le dis à l'imparfait et je le dis au présent, vous êtes une excellente experte. Ça fait plaisir. Le deuxième point, c'est ce qui m'a intéressé bien sûr dans votre livre, c'est le rôle du président. Donc par ailleurs, vous louez l'excellence. Et alors, le lecteur est dérouté par le fait qu'il n'ait pas pu remédier à quelconque dysfonctionnement, inéquité de ce procès. Et il faut dire, une des raisons peut en être que, à partir du 15 juin 2000, la loi dit que les avocats, les différentes parties posent directement leurs questions aux experts et aux témoins. Auparavant, dans un temps pas si lointain, les questions transitaient par le président. Et donc il redonnait une certaine... ça pouvait enrayer certaines tentatives de terrorisme judiciaire qu'on trouve d'un certain côté de la barre. Voilà. Alors, est-ce qu'on reviendra sur le fait que ce soit le président qui préside? C'est difficile parce qu'en même temps, il peut être impartial. Enfin, bon, c'est une des questions. Et une observation en forme de question. Et puis la troisième, alors la question que je vais vous poser, comment se fait-il que votre livre, qui aurait mérité de l'audience, qui est paru en 2008, n'ait eu aucune audience médiatique? Voilà. Je ne voulais pas aller parler de mon lâchage médiatique, c'était ça qui intéressait TF1. Je voulais juste parler de mon travail. Et les médias n'ont pas été intéressés. Alors le prétexte a été ce n'est pas l'actualité. Et de toute façon, on m'a dit très clairement que tous les médias qui s'y intéresseraient se mettraient à dos, et ça c'est un chroniqueur judiciaire qui me l'a dit, se mettraient à dos tous les confrères et toute la presse politique. Donc la presse n'est pas libre. En l'occurrence, on n'a pas pu, les grands médias n'ont pas pu évoquer mon ouvrage. J'ai eu beaucoup de courriers, j'ai eu des articles, des interviews dans les revues spécialisées de renom. Et mon but finalement c'était cela, c'est-à-dire ne pas aller me faire mettre en pâture et détruire sur la place publique pour discréditer ma personne, mais rester expert judiciaire, obtenir le crédit des professionnels et à partir de là, attendre la majorité des enfants, pour que l'on travaille tous ensemble. Je voudrais simplement dire une chose. Il y a un syndrome d'aliénation parentale qui fait florès, notamment auprès des juges d'affaires familiales. Et j'entends, moi, des experts, on a d'ailleurs en a cité un tout à l'heure, qui dit que dans les conflits de droit de garde, 70 à 90% des allégations sont fausses. Donc je suis très heureux d'entendre M. le professeur Mazet nous dire que ce n'est pas vrai. J'ajouterais que les statistiques avec tous ces enfants, c'est pas très facile de faire une enquête de victimisation sur des enfants qui ne parlent pas. Mais on est attaqué par le Conseil de l'ordre pour des certificats, comme dit le professeur Mazet, qui sont irréprochables. D'ailleurs, moi j'ai eu un avertissement absolument insensé, et je fais une action contre la France à la Cour européenne des droits de l'homme avec Maître Henker qui serait là, je ne sais pas s'il est là, qui a dit en plus, Maître Henker, qu'on referait ce colloque à Strasbourg
au Parlement européen. Oui, bien sûr, le Conseil de l'Ordre exerce un véritable terrorisme contre les médecins. Un véritable terrorisme. Docteur, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes pédopsychiatre. Vous avez organisé il n'y a pas longtemps une conférence, un colloque sur la parole de l'enfant. Alors, vous pouvez nous en rappeler les fondements et les raisons? C'est très simple. On constate depuis l'affaire dite d'Outreau, qui est une manipulation politique, qui est une affaire entièrement médiatique. Songez qu'il y avait 170 journalistes dans la salle. Songez qu'il y a eu des choses absolument invraisemblables, que ce procès n'était pas en huis clos alors qu'il intéressait des enfants. Il y a quand même eu 12 enfants qui ont été reconnus victimes de viols, d'agressions sexuelles, d'actes de proxénétisme. Donc, mais ces enfants, figurez-vous, on les a complètement oubliés. Or, ce que je constate, moi, depuis cette affaire dite d'Outreau, c'est qu'il y a une régression du droit des enfants. Je vous donne 2 exemples. La loi du 5 mars 2007, destinée à réformer la protection de l'enfance, est destinée avant tout à aider les parents en difficulté. Et, dit-on, le cas échéant, à prendre en charge plus ou moins partiellement les enfants. C'est absolument aberrant. Il y a une deuxième idéologie absolument incroyable, c'est le familialisme. Rien ne vaut une famille. Personne ne peut le contester, à condition que cette famille fonctionne correctement, ce qui n'est pas toujours le cas. On voit, et prenons le procès Outreau justement, Madame Badawi n'a pas été déchue de son autorité parentale, ou en tout cas 3-4 ans après le procès. On ne déchoit personne de son autorité parentale. On oblige même des enfants victimes à voir un des 2 parents parce que rien ne vaut les liens familiaux. C'est une aberration. Alors voilà, on a fait ce colloque pour parler de la régression du droit de l'enfance. D'ailleurs, on va le renouveler certainement à Strasbourg au Parlement, enfin plutôt à la Commission européenne, puis enfin à l'UNESCO. À Strasbourg, on parlera du droit de l'enfant en Europe, et à l'UNESCO, on parlera des droits de l'enfant dans le monde. Alors vous êtes très attaché au droit de l'enfant. Vous pensez qu'il est en régression actuellement? Écoutez, en France, en tout cas. Je suis expert judiciaire. Je ne vois pas un récidiviste, quelqu'un qui a un trouble de la personnalité, psychopathe, je ne vois pas un drogué grave, je ne vois pas une prostituée qui n'ait pas été maltraitée dans l'enfance. La protection de l'enfance est une priorité. La maltraitance est un problème de santé publique dont tout le monde se désintéresse. Je prends des exemples. Il y a des statistiques qui sont faites au ministère de l'Intérieur. J'ai vu l'autre fois M. Alain Boer dire assez justement que les violences interpersonnelles augmentaient et que le vrai problème, c'était les femmes victimes de violences. C'est un véritable problème. Mais à mon avis, il n'est rien par rapport aux problèmes et aux violences que subissent les enfants. Deuxième catégorie de votants, les personnes âgées. Eh bien écoutez, formidable, c'était un des grands projets du septennat de M. Sarkozy, c'est de s'occuper des maltraitances des personnes âgées, d'Alzheimer et tout ça. Véritable problème. Mais jamais les enfants. D'ailleurs, il n'y a plus de protecteurs des enfants, comme vous le savez. D'ailleurs, il n'y a pas de journée de la maltraitance. Il y a une journée pour le Père Noël, il y a une journée pour les mamans. Est-ce que vous pensez que les journées soient vraiment utiles? Ça, non, mais quand même, symboliquement. Symboliquement. Vous ne savez pas que la brigade des mineurs n'existe plus? Non, c'est la brigade de protection de la famille. Il y a un véritable... Oui, il y a une mutation. Voilà. Une mutation. D'accord. Pire que ça, la loi de 1945, dont M. Pierre Jox nous parlait dans cette fameuse table ronde, qui fait l'envie de toute l'Europe, on va absolument la banaliser. On refuse de voir que les enfants qui ont des troubles du comportement, bien souvent, sont des enfants qui sont maltraités. Est-ce que vous savez qu'il n'y a que 2% des signalements, ou 3%, qui proviennent du corps médical? Le problème des droits de l'enfant, le problème de la maltraitance, c'est un problème majeur qui est sous-estimé, et c'était ce à quoi était destinée cette table ronde. Très bien. Alors vous rencontrez aussi, parce que pour vous parler du syndrome d'aliénation parentale, qui pour vous donc... Le quoi? Le syndrome d'aliénation parentale qui n'existe pas. Voilà. Je n'ai jamais... c'est sûr, j'ai entendu parler de cette construction le SAP. Complètement idéologique qui fait florès dans les tribunaux, c'est parfait, vous vous rendez compte? Si un parent, quand il y a un problème de droit de garde ou un divorce, allègue quelque chose contre l'autre parent, bien entendu, c'est dû à ce fameux syndrome d'aliénation parentale. Il y a un problème. Le syndrome d'aliénation parentale a été inventé de toutes pièces par un psychiatre américain qui s'appelle M. Garner,
qui avait des opinions très très curieuses sur la pédophilie. Il écrivait grosso modo que seuls les juifs avaient pénalisé la pédophilie et que les excès actuels de pénalisation de la pédophilie étaient dus à une dérive de la civilisation judéo-chrétienne. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que ça veut dire. Bon, peu importe. L'ami intime de M. Gardner était un pasteur qui s'appelle, je crois, Unterwasser, qui lui avait été mis en examen pour des viols ou des agressions sexuelles commises sur ses filles. Et puis évidemment, certaines associations de pères qui sont manipulés par des pervers en ont fait leur chou gras. Le syndrome d'aliénation parentale n'a jamais bénéficié d'une étude scientifique. Les statistiques qui sont brandies ne sont pas prouvées. Comment voulez-vous faire des statistiques sur les maltraitances aux petits-enfants? Ce n'est pas possible. Les statistiques que nous avons, qui sont énormes, qui viennent du ministère de l'Intérieur, concernent évidemment les adultes ou les jeunes adultes, pas les enfants. On ne peut pas faire d'enquête de victimisation sur les enfants. Donc vraiment, c'est absolument absurde. Que parfois, certains enfants soient manipulés, instrumentalisés par l'autre parent, qu'il y ait des conflits de loyauté, qu'il y ait même des manipulations importantes, c'est fort possible. C'est un travail individuel, chaque cas est individuel, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de connaissances, et le syndrome d'aliénation parentale, c'est vraiment un saupoudrage qui permet de... Alors j'en ai des exemples cliniques extraordinaires. Je vous donne un exemple. J'envoie un monsieur a disparu pendant 18 mois, il revient, il veut voir sa fille. Sa fille ne veut pas le voir, il se met à crier dessus. Après, elle ne veut plus voir son père. Donc, il y a multiplication des mains courantes, puis une plainte du père pour non-présentation d'enfant. Il y a une évaluation par un psychologue qui dit « Les discours sont symétriques, les deux parents sont aptes à élever les enfants, mais madame, je crois qu'elle a pu songer à un moment donné qu'il y avait eu des agressions sexuelles, etc. » C'est vrai qu'il y avait eu un signalement fait par l'école et pas par madame. Donc voilà, l'expertise est terminée, et évidemment, l'enfant est victime d'un syndrome d'aliénation parentale, et on ne sait pas qui manipule qui. Et pourtant, moi je reçois cette personne ici, je lui demande, madame, avez-vous, comment s'est passée votre enfance, etc. Tout s'est bien passé. Et je dis, votre ex-mari? Ah, mon ex-mari. Eh bien, quand il m'a quitté, il m'a cassé le nez, il a eu 3 mois de prison avec sursis. Il refuse de payer les pensions alimentaires, ou alors il a réduit à 150 € au lieu de 450. Il a été condamné à 3 mois d'emprisonnement parce qu'il ne payait pas la pension alimentaire à la mère de sa première fille, qui d'ailleurs fait un certificat comme quoi il est parfaitement un bon père. Il est mis en examen pour fraude fiscale, etc., etc. Donc si l'un des parents manipule l'autre, il me semble que le curriculum vitae de monsieur est plutôt en sa défaveur. Et pourtant, c'est lui, le sympathique, et grâce au syndrome d'aliénation parentale, si je n'avais pas soulevé tous ces antécédents judiciaires, vous pouvez être sûr que cette dame aurait perdu la garde de sa fille. Voilà un des dégâts du syndrome d'aliénation parentale. Pourtant, vous avez ne réfléchit même plus. Oui. Vous avez l'un de vos confrères qui porte particulièrement ce concept. Oui, bien sûr. Oui, je me demande pourquoi. Et moi, je veux bien. Le jour où on me prouvera par des statistiques qu'il y aura des études scientifiques, eh ben, écoutez, on acceptera. Et à ce moment-là, sûrement qu'il rentrera dans les nomenclatures psychiatriques, comme le DSM, comme D'accord. Alors, quand on manipule un enfant, vous appelez ça comment? Manipulation? C'est la manipulation. La manipulation existe, bien sûr. Tout le monde est manipulé. Et quand ça amène une rupture avec l'un des parents? Et le syndrome parental, c'est une manipulation de la société. Car on nous fait croire quelque chose qui n'existe pas. Que certains parents instrumentalisent l'autre et veulent le détruire, c'est évident. Mais ce syndrome n'existe pas. Moi, je veux bien qu'il existe, mais qu'on me prouve qu'il existe. Par contre, les dégâts, je les vois, je pourrais vous en parler pendant des heures. Et si vous allez dans des associations comme le collectif contre le viol, etc., vous verrez, ils ont des dossiers complets. Il y a des tas de gens qui luttent contre le syndrome d'aliénation parentale, car il n'existe pas. Si je vous faisais lire la préface d'un livre qui s'appelle « Us et abus en matière d'abus sexuels » écrite par monsieur, comment il s'appelle, Frank Wissegem, vous ne me croiriez pas. Si je vous lisais les phrases qu'il y a dans ce livre, vous ne me croiriez pas. Par exemple?
Par exemple, que quand un enfant a subi des agressions sexuelles, il faut tout faire pour remettre les souvenirs dans l'endroit interdit où il est préférable de désirer l'interdit. Autrement dit, favoriser la répression. Surtout ne pas le sortir. D'ailleurs, je crois que le psychiatre dont vous faites allusion a écrit un livre qui s'appelle « Le piège du soupçon de l'inceste ». C'est-à-dire que si vous soupçonnez à tort l'inceste, et c'est possible, eh bien les dégâts seront aussi graves que s'il y avait eu inceste. Excusez-moi de vous dire que c'est absolument absurde. On ne signale pas les enfants et on attaque encore la parole de l'enfant. Mais il ne faut pas l'attaquer, il faut faire en sorte qu'on puisse mieux la décrypter. Alors, docteur, qu'est-ce qu'il faut faire, vous en tant que praticien, quand on est dans un cas de manipulation d'enfants, afin de régler ses comptes et de créer une rupture avec l'un des parents? Eh bien, il faut interroger d'abord l'enfant seul, il faut prendre son temps. Parfois, il y a eu tellement de suggestions de la part d'un des parents et de la société, des grands-parents, etc., que ça va être extrêmement long, extrêmement difficile. Et une expertise, comme on nous demande de la faire en 1 heure, 1 heure et demie, n'est plus possible. Il faudrait, dans ces cas-là, confier ses enfants et faire une sorte de psychothérapie évaluative. Mais la justice est pressée, figurez-vous. Et les dossiers d'agression sexuelle... Et paye peu. Et ils envahissent les tribunaux. Alors vous pensez que c'est formidable, c'est une domination parentale. Ça me fait penser à la spasmophilie. Il y a 10 ans, tout le monde était spasmophile. Tout se réglait avec du magnésium. Alors maintenant, il y a eu autre chose. Maintenant, il y a comment ça s'appelle, la fibromyalgie. Voilà, maintenant, ça a été remplacé par la fibromyalgie. C'est une réponse facile à un problème difficile. C'est comme... Vous remettez en cause aussi le concept de la fibromyalgie? Non. Ouais. Je n'ai pas vu de preuves scientifiques. Et rappelez-vous, la spasmophilie, ça n'existe plus. D'abord, ça n'existait qu'en France. Oui, en tout cas, je me demande s'il n'y a pas une cause psychosomatique. Ça, je ne le remets pas en cause. Mais une réponse facile à un problème compliqué, c'est merveilleux pour tout le monde. Le SAP est une réponse fausse et facile à un problème difficile. Bon, alors pour reprendre ma question quand même, dans le cas de rupture, la justice doit intervenir quand même. Oui. Vous le préconisez? Bien sûr. Eh bien, de quelle manière, d'après vous? Eh bien, écoutez, quand il y a un manipulateur, il faut rechercher des éléments de la réalité qui montrent qu'il est manipulateur. Je me rappelle d'une histoire qui est assez drôle. Enfin, drôle. Je me rappelle d'une histoire d'une dame qui vient me voir ici pour me demander de l'aide en psychothérapie, qui me dit, voilà, ma fille a épousé un monsieur très curieux, qui est jamais là, qui ne s'occupe pas de ses enfants, les voisins ont signalé ça plusieurs fois à la police, finalement la police est intervenue et on m'a confié la garde de cet enfant. Très bien madame, et alors où est le problème? Écoutez, le problème c'est que maintenant que j'ai la garde de cet enfant, il y a des avocats qui se déchaînent contre moi en disant que c'est moi qui ai monté l'affaire de toutes pièces, c'est moi qui manipule tout. La brave dame vient me voir pour me demander de l'aide. Et elle a été expertisée par un spécialiste de domination parentale qui a donné évidemment raison au père et à la mère en disant que cette femme était perverse, etc. Vous ne me croirez pas. Ce monsieur a écrit un livre qui pourrait se dire du genre « Comment filouter ?» Comment s'introduire chez les gens sans être invité, etc. Ce monsieur a fait un best-seller en écrivant un livre sur comment être un filou et s'introduire chez les gens quand on n'est pas invité. Je ne donnerai pas le titre, mais chacun le devinera. Ça n'a pas du tout troublé l'expert, qui trouve que ce monsieur est absolument pas pervers et que la perversion est du côté de la grand-mère. C'est ahurissant. Pour terminer, le syndrome de domination parentale, le piège du soupçon de l'inceste, diabolise et dramatise les choses. Eh bien moi je dis que ce n'est pas vrai. Je crois que quand un enfant a été manipulé, si on en a la preuve, et ça prend du temps, c'est très difficile, ça ne va pas être réglé par une expertise d'1 heure, 1 heure et demie, je vous l'ai dit, ça sera peut-être réglé après une psychothérapie longue, difficile, où le psychothérapeute devra gagner la confiance de l'enfant, qui est très ébranlé, et puis progressivement, il obtiendra des informations très importantes qui seront de bonnes informations. Mais il faut chercher aussi dans la réalité, je vous l'ai dit, des éléments qui montrent qu'un des deux parents, le manipulateur, il n'est pas manipulateur que dans cette circonstance-là, il est manipulateur en général. Il a des conduites
conduite un petit peu pervers sur le plan sexuel, il est assez violent, il multiplie les procédures pour escroquerie, pour ceci, pour ça. C'est très facile à trouver ça, mais chez le curieux, on ne le fait pas. Les experts ne le font pas, je ne sais pas pourquoi. Mais alors, un juge des enfants ou un juge d'affaires familiales qui ferait appel à vous, dans le cadre d'une expertise judiciaire. Tous les jours. Oui, non, mais j'ai dit, mais évidemment, vous me l'avez dit vous-même, on ne peut pas, dans les conditions actuelles, faire un travail sérieux. Et là, vous dites que ça demande une investigation. Au moins un travail sérieux, et au moins rechercher les antécédents de filouterie, de manipulation dans la vie des deux parents. Et sur un court entretien, par exemple, d'1 heure, c'est possible? Bah écoutez, moi... Je vous demande ça parce que souvent, les experts sont jugés, voilà, sur leur travail. Monsieur, avez-vous des antécédents judiciaires? Ah, docteur, vous n'y pensez pas. Vous marquez sur votre expertise, monsieur n'a pas d'antécédents judiciaires. Cette expertise sera lue par le juge, sera lue par la partie adverse, et s'il y a des antécédents judiciaires, on pourra dire, mais c'est faux, il ment. Monsieur est un menteur. Bon, évidemment, c'est pas une preuve, mais quand même. Très bien. Les manipulateurs sont des menteurs nés, n'est-ce pas? Oui. Par définition. Très bien, on vous remercie, docteur. Merci de nous avoir reçus. Merci.